Bonjour et bienvenue sur État d'âme. Aujourd'hui, nous accueillons Anna en direct de New York. Anna est une jeune femme déterminée et surtout une battante au vu de son parcours de santé, que vous allez découvrir dès maintenant. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour Anna, merci de témoigner aujourd'hui avec nous sur un sujet qui nous concerne toutes, la fertilité. Bonjour Stéphanie, déjà je voulais te remercier de m'accueillir sur ta plateforme. Je suis vraiment honorée de pouvoir prendre la parole sur un sujet qui me tient tant à cœur. Alors est-ce que tu peux te présenter? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie et quelles sont tes passions? J'ai 29 ans, j'habite effectivement à New York et je suis professeure de yoga et accompagnante fertilité. C'est un métier que j'exerce à plein temps depuis 2 ans, après avoir quitté mon travail dans une banque d'investissement. Donc j'ai fait un switch de carrière assez intense. J'espère qu'on pourra en parler un petit peu par la suite. Et voilà, personnellement, je suis quelqu'un de hyper passionné, j'aimerais même dire multipassionnée, hyper curieuse de découvrir un petit peu tout ce que la vie a à offrir. Donc j'aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est lié à l'aventure, au sport, etc. Je suis un peu partante pour tout ça, pour toutes les choses nouvelles et excitantes. Alors au cours de ces 3 dernières années, tu as vécu 5 arrêts de grossesse, dont 3 tardives dans le premier trimestre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Si tu te sens à l'aise, bien sûr, d'en parler. Comment as-tu fait pour garder le cap? Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis à l'aise de parler de mon parcours fertilité, que ce soit avec mon entourage ou même avec des inconnus sur les réseaux. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Vivre 5 fois tant de bonheur et tant de tristesse à la fois, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Et ça m'a complètement changé, ça m'a complètement transformée en fait. Je veux dire, vraiment changé, ça a changé ma personnalité presque. Je suis clairement plus la personne que j'étais il y a 3 ans. Et en fait, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Je me dis pas que ça m'a complètement abîmée. Bien au contraire, en fait, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ma spiritualité. J'ai été beaucoup plus consciente de mon corps, de la relation que j'ai avec les autres, de mon rôle de femme, de mon rôle de femme tout court, mais mon rôle de femme aussi dans mon couple, etc. Donc voilà, ça a été une grande aventure pour moi et l'aventure n'est pas finie, donc je continue vraiment d'évoluer avec mon projet. Du coup, pour vous raconter un petit peu plus notre histoire, en fait, avec mon mari, nous avons eu la joie de tomber enceinte 5 fois, complètement naturellement. Il y a une grossesse qui s'est arrêtée très tôt, c'est ce qu'on appelle une grossesse biochimique. Une grossesse qui s'est arrêtée dans les premières semaines. Et enfin, on a eu 3 grossesses qui se sont terminées autour des 10 semaines d'aménorrhée. Donc ça représente à peu près, c'est presque la fin du premier trimestre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ces 3 dernières grossesses, tout se passait bien vraiment jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que
on a pu voir et on a pu constater vraiment que l'évolution de l'embryon, du fœtus, du bébé était vraiment parfaite. On a pu même écouter les battements du cœur plusieurs fois à chaque grossesse. Et du coup, on avait vraiment beaucoup d'espoir pour ces 3 grossesses. Et en fait, un jour, tout s'arrête. Un jour, tout s'est arrêté. Et en fait, on n'est pas prévenu, on n'est pas préparé. Et même si on a vécu ça plusieurs fois, en fait, on ne peut jamais vraiment être préparé à 100%, tu vois, au chamboulement tant mental que physique qui peut suivre un arrêt de grossesse. Comme je te le disais au tout début, en plus j'ai d'abord vécu ça dans le silence, donc un silence qui était presque complet. Pendant 2 ans, il y avait seul un tout petit groupe de personnes qui étaient au courant que l'on voulait un enfant, que l'on essayait en fait. Puis j'ai eu une réalisation l'année dernière. J'ai réalisé que si je gardais toutes ces émotions en moi, que si je traversais toutes ces épreuves qui étaient si difficiles, en fait, enfin, vraiment, c'est des épreuves qui te changent la vie, quoi, qui changent ton quotidien, qui changent ton couple, qui changent tout. Et en fait, de garder tout ça pour moi, c'est devenu beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un post Instagram où tout simplement, j'ai dit, voilà, ça m'arrive, c'est ça qui se passe. J'ai fait en quelque sorte un coming out de l'infertilité, j'ai envie de dire. J'utilise peut-être mal ce terme, mais pour moi, ça a été un peu ça. C'était je suis sortie de l'ombre. Et en échange, en fait, en retour de ce post que j'ai fait, j'ai reçu des centaines de messages de soutien. Vraiment, j'ai été bluffée. Je savais qu'il y avait des gens qui allaient bien réagir et qui allaient être hyper bienveillants, etc. Mais quand même, ça fait toujours du bien de recevoir tous ces messages. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est aussi et surtout du coup les messages d'autres femmes qui vivaient ça. D'autres femmes qui étaient aussi dans un parcours fertilité difficile, qui essayaient d'avoir un enfant et pour qui ça marchait pas, et qui elles aussi en fait étaient complètement dans le silence, qu'elles n'osaient pas en parler à d'autres personnes, qu'elles étaient vraiment toutes seules dans leur expérience. Et ces femmes-là, elles m'ont remercié de pouvoir mettre des mots sur leur expérience, elles me remerciaient de montrer qu'elles étaient pas seules en fait, qu'il y avait des femmes exactement comme elles qui étaient un petit peu partout. C'est juste que comme on est toutes, ou la majorité d'entre nous dans le silence, en fait c'est dur de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce parcours. Et du coup voilà, je suis sortie de cet isolement et ça a été vraiment la révélation pour moi, j'ai envie de dire. C'est ça qui m'a vraiment aidée. En fait, c'est ça qui m'a vraiment lancée pour continuer à prendre soin de moi et pour continuer à avancer et à garder le cap, en fait, comme tu dis. Puis du coup, les mois ont continué, les épreuves aussi se sont accumulées. On a vécu d'autres épreuves, d'autres fausses couches. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je ne voulais pas attendre la maternité pour agir. Je voulais pas attendre la maternité pour trouver le bonheur, pour connaître en fait le bonheur. C'est une chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Je me disais, tant que je suis pas mère, être mère représente le bonheur pour moi. Donc tant que je suis pas mère, je ne m'autorise pas à être heureuse. Et en fait, c'était une notion qui était valide à l'époque, mais qui était vachement destructrice en fait. Et donc voilà, j'ai fait plein de choses, vraiment plein de choses pour aller mieux, même pour aller bien tout court en fait. Et donc je suis allée voir un psy, je me suis fait suivre par une naturopathe, j'ai intégré le yoga fertilité, et en fait j'ai intégré tout plein de choses dans ma vie tout court. J'en parlerai un petit peu plus dans la suite de cet échange. C'est beau de ressentir cette connexion et de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans nos combats. Le fait que tu aies trouvé le courage de parler et de te libérer d'un poids, c'est vraiment admirable. Moi, je suis convaincue que ton post dans lequel tu te livres, ça a pu résonner avec beaucoup d'autres femmes qui vivent des situations similaires. Et parfois, il faut juste une personne qui brise le silence pour que d'autres se sentent encouragées à faire de même. En tout cas, c'est une belle chaîne de solidarité qui se forme. Je pense que c'est crucial de parler, de partager nos expériences. Les réseaux sociaux, ça nous offre une belle plateforme unique quand même pour ça. Et parfois, je trouve qu'il est plus simple de s'ouvrir à des inconnus qui partagent le même parcours de santé que nous, plutôt qu'à des proches.
parce que il y a cette connexion avec d'autres personnes qui comprennent réellement ce que l'on vit, et ça peut être vraiment réconfortant. Alors, tu t'es reconvertie il y a 2 ans. Est-ce que ça a un lien avec ce que tu as vécu ? Alors effectivement, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai quitté le monde de la finance pour me reconvertir dans le bien-être et le yoga. Et vraiment, le moins que je puisse dire, c'est que c'est vraiment un changement hyper intense. Je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre, en fait. Pour vous donner un petit peu d'idées sur mon parcours d'avant, en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur avec une spécialisation en finance et en informatique. Et j'ai travaillé du coup 5 ans pour les plus grosses banques, des banques américaines, etc. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué pour poursuivre ce qui me faisait vibrer, surtout pour vivre en fait et exercer un métier qui était aligné avec ce que je pensais de la vie, aligné avec mes valeurs, aligné avec le mode de vie que je voulais avoir en fait. Et ce changement, j'ai réussi à le faire grâce à ma première fausse couche. En fait, j'aime bien utiliser ce mot grâce à ma première fausse couche parce que ça montre en fait que malgré les épreuves que j'ai vécues et malgré les difficultés, parce que je veux pas dire que c'est pas difficile, c'est pas vrai, et je sais que chacune d'entre nous vit des choses difficiles, mais en fait cette difficulté, elle m'a amenée à quelque chose qui est très positif pour moi, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec chaque épreuve que j'ai rencontrée, c'est d'utiliser en fait l'épreuve pour en faire quelque chose. Et donc voilà, donc après ma première fausse couche, ça faisait déjà quelques années que j'étais malheureuse dans mon travail en fait, que je tenais le coup, et en fait la seule raison pour laquelle je tenais, c'est que je voulais avoir une sécurité de l'emploi. Je savais que je voulais créer une famille dans le futur, je savais que je voulais être enceinte, donc je voulais avoir cette sécurité, je voulais aussi avoir accès à un congé maternité. Et la seule chose que j'avais en tête, c'était de pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant avant et après sa naissance. Et du coup, je me suis mis vraiment une pression énorme par rapport au fait que je devais absolument, coûte que coûte, garder mon travail pour le bien-être de mon enfant. Pour que en fait, mon enfant puisse venir, il fallait que j'ai autour de moi quelque chose de stable. Et en fait... quand j'ai eu ma première fausse couche, j'ai réalisé que, avant de penser à l'enfant qui n'était pas encore né et à ses besoins, il fallait que je pense à moi. Ça va peut-être paraître égoïste de la façon dont je le dis, mais je pense que c'est la chose la moins égoïste que j'ai faite et que je fais encore. C'est que je prends soin de moi, je prends soin de tout mon intérieur, en fait, pour que le monde extérieur puisse être beaucoup plus jovial, beaucoup plus apaisé. Et en fait, tout le monde en bénéficie, parce que forcément, si moi, je me sens bien, mon mari va se sentir mieux aussi. Si moi, je me sens bien, du coup, notre couple va mieux se sentir. Si le couple va bien, ça va être plus facile aussi pour avancer dans les épreuves. Et si moi, je vais bien, ma grossesse, ça va aller mieux. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux où ça part de moi, je prends soin de moi, et en fait, voilà, c'est une boule de neige. Si moi je vais bien, le reste autour de moi va commencer à aller bien aussi. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que cet enfant, il n'avait pas tout simplement sa place dans notre famille si moi-même j'étais pas épanouie, si j'étais anxieuse, si j'étais déprimée, si j'avais pas envie de me lever le matin ou d'aller travailler. Vraiment, je n'imaginais pas une vie où j'avais une famille, mais moi, j'étais pas bien. Et du coup, voilà, j'ai démissionné de suite, vraiment, j'ai synchronisé ça. J'ai ouvert un studio de yoga qui était dédié aux femmes. Et en fait, c'est vraiment parti de là. Je pense que ça a été quand même une décision difficile parce que voilà, j'ai dû lâcher, en fait. J'ai dû prendre... c'est des risques, quoi, de complètement changer de vie. Mais c'est aussi, je pense, la plus belle décision que j'ai faite, quoi. Vraiment, je veux pas mentir et dire que changer de vie, changer de carrière, c'est facile.
J'ai énormément douté, mais je sais que le bonheur et la joie en fait que je vis aujourd'hui au quotidien, ça aurait pas été possible dans un environnement où j'étais forcée d'être là, dans un environnement qui ne me correspondait pas, avec des collègues qui ne me correspondaient pas non plus, dans une voie en fait où c'était pas pour moi, voilà. Donc voilà, très heureuse d'avoir pris cette décision. Comment ça se passe quand le bébé a déjà 3 mois? On t'a donné des médicaments. Est-ce que tu as dû accoucher? Je sais que cette question est très très difficile, mais je trouve qu'on en parle peu. Et j'aimerais mettre en lumière en fait cette situation, cette épreuve qui est horrible à vivre, qui peut créer des traumas, des flashbacks horribles. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et du coup, il y a plein de gens en fait qui savent pas exactement ce que c'est de vivre une fausse couche. Et voilà, pour eux, il y en a certains, pour eux, c'est juste perdre un bébé. Mais derrière, il y a beaucoup plus que ça, en fait. Et j'aimerais bien qu'on puisse mettre, avec cet épisode, en lumière sur ce qui se passe derrière, sur ce dont on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez banalisé le fait de faire une fausse couche. Et je veux mettre en lumière que c'est pas banal, c'est pas juste une épreuve comme ça. Ça arrive à beaucoup de femmes. Oui, ça arrive à beaucoup de femmes, mais je pense qu'il faut mettre des mots dessus, il faut expliquer un petit peu plus en détail pour qu'on prenne conscience de la difficulté de cette épreuve et que c'est pas c'est juste une fausse couche, c'est bon, t'es jeune, tu pourras refaire un bébé. Essayer d'enlever le plus possible de ces phrases horribles en fait que peuvent penser certaines personnes. Voilà, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas trop, voire pas du tout. Donc déjà, merci de me poser cette question. Ce qui se passe, en fait, je vais essayer d'être assez claire et assez objective aussi. Je veux aussi rappeler que je ne suis pas médecin, donc je préfère dire à toutes celles qui nous écoutent, si ça leur arrive, écoutez votre médecin d'abord. Mais je vais quand même vous expliquer parce que quand on est devant le fait accompli, ça peut être juste vachement difficile d'assimiler toutes ces informations. Donc ce qui se passe quand on est autour des 10 semaines, le bébé qui est en nous, il est assez gros. Il commence à se développer, à prendre de la place. Et ce qui va se passer aussi, c'est que quand on tombe enceinte, il y a le flux sanguin qui va augmenter dans le corps, et notamment autour de l'utérus, pour pouvoir nourrir en fait correctement le fœtus. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on a atteint 10 semaines de grossesse, donc on a le bébé qui est assez gros, et on a aussi tout ce sang qui s'est accumulé autour de l'utérus qui doit être évacué du corps. Donc du coup, ce que les médecins recommandent généralement, c'est de faire ce que l'on appelle une aspiration sous anesthésie générale. C'est une solution qui est plutôt, voire très efficace, dans le sens où... Donc comment ça va se passer, c'est que, comme son nom l'indique, en fait, on va aspirer médicalement tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. Donc, y compris le bébé, en fait. Et cette solution, elle est assez sympa. Sympa, c'est peut-être pas le mot à utiliser, mais cette solution, elle est en fait assez pratique et bien pour celle qui le reçoit, dans le sens où, en fait, ça va un petit peu réduire les douleurs physiques et psychologiques également, parce que, comme ça se fait sous anesthésie générale, comme on ne voit pas forcément le bébé qui est évacué, etc., ça peut être plus facile aussi d'un point de vue psychologique. En tout cas, c'est mon expérience. Les fois où j'ai eu recours à cette aspiration, j'ai fait 2 fois, ça a vraiment été une très grande différence, parce que même par la suite, on saigne pas beaucoup, etc. Donc c'est un petit soulagement de savoir que, ok, maintenant ça a été évacué et je peux commencer à faire mon deuil. Et voilà, je continue d'avancer. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que pour une de mes grossesses, je n'ai pas pu accéder à cette opération car en fait, le centre où j'étais, il n'y avait pas de médecin disponible à ce moment-là pour faire l'opération. Donc, autant dire que j'étais vraiment
super énervée et en colère, quoi. J'avais la tristesse de l'annonce que mon bébé le cœur de mon bébé avait arrêté de battre. Et là, on me dit que c'est pas possible, on va pas pouvoir me procéder à l'opération. Donc vraiment, j'étais super en colère. Et en plus, le truc, c'est que j'avais déjà commencé à saigner. Et en fait, ça signifiait que j'allais sûrement devoir l'évacuer toute seule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au rendez-vous le jeudi. Le jeudi, on m'a dit que le cœur s'était arrêté. Et on m'a dit, revenez lundi, on prévoit une opération lundi. Au fond de moi, j'ai toujours été très, très intuitive avec mes grossesses. Au fond de moi, je savais que mon corps n'allait pas attendre le lundi, que j'allais devoir en fait le faire toute seule. Et c'est ce qui s'est passé. Vu que c'est mon métier, et d'ailleurs, je pense heureusement, j'étais quand même un minimum préparée. Je savais à quoi m'attendre, je savais que ça pouvait être difficile, que il peut y avoir beaucoup de sang, qu'il fallait quand même de l'aide, quoi, que si j'étais toute seule, c'était quand même un peu chaud, donc j'ai demandé à mon mari de rester avec moi, auprès de moi, etc. Mais en fait, malgré toute ma préparation, la réalité, elle a été vraiment bien pire que à quoi je m'attendais. C'était... j'ai du mal à mettre des mots sur cette expérience, mais vraiment, c'était une horreur, quoi. J'ai eu des contractions pendant 48 heures. C'était des douleurs atroces. Je me suis shootée aux médicaments, mais bon, à part du Doliprane et de l'Advil, de l'ibuprofène, je pouvais pas prendre grand-chose. Donc, les douleurs ne passaient pas. Et le pire, c'est que pour moi, le pire, ça a été que je saignais quand même abondamment. Donc, je devais rester dans ma douche, en fait, pour que tout le sang de mon corps s'en aille, en fait. Donc voilà, ça faisait très peur. J'ai eu peur de faire une hémorragie vraiment dans ma baignoire. Et en fait, il y avait quand même mon mari à mes côtés, donc j'étais quand même soulagée qu'il soit là. Mais en même temps, c'était aussi extrêmement difficile pour lui parce que il me voyait dans des états vraiment pas déplorables, mais des états horribles à voir et à témoigner. Et lui, il savait pas quoi faire, quoi. Lui, il voulait me soutenir, il voulait apaiser un peu mes douleurs et mon expérience, mais il était complètement... il pouvait rien faire, quoi, à part me regarder, me tenir la main, ou... voilà, il était bloqué, quoi. Et finalement, du coup, 2 jours plus tard, le bébé est sorti, et c'était un moment où j'étais sur les toilettes, donc le bébé est tombé dans les toilettes. Et voilà, c'était un moment aussi un peu traumatisant pour moi parce que je sais pas pourquoi j'avais besoin de le voir. J'avais besoin de voir qu'il avait existé. Et je savais qu'il avait existé, mais je voulais le voir. C'était quelque chose que j'avais en tête. Et du coup, je n'ai pas pu. Donc voilà, c'était juste fini. Et ensuite, il fallait... Enfin, c'était fini, mais bon, c'était quand même... le début, je pense, de l'épisode où j'ai commencé à aller de plus en plus mal. C'était une épreuve qui m'a quand même énormément marquée. Alors, je tiens sincèrement à te remercier du fond du cœur d'avoir partagé ton expérience avec nous parce que c'est courageux et c'est précieux. Parce que malheureusement, on parle très peu d'expulsion à domicile après une fausse couche. Et ton témoignage, ça peut être une source d'aide et de soutien pour d'autres femmes qui se retrouvent malheureusement dans cette situation similaire et qui souhaitent se préparer autant que possible. Même si l'on sait qu'on ne peut jamais réellement être prêt à affronter une telle épreuve. En tout cas, tu es une personne incroyablement forte et il est tout à fait normal que ce moment, ça ait été traumatisant, avec toutes les émotions, les appréhensions, la crainte d'avoir une hémorragie. Enfin voilà, merci pour toutes ces femmes qui pourront se sentir moins seules grâce à ton partage. Parce que les fausses couches, comme je disais tout à l'heure, elles sont souvent minimisées. Et elle représente une épreuve extrêmement difficile à affronter pour un couple. Et parfois, la médicalisation avec une aspiration sous anesthésie générale, ça peut être une option. Mais quand ça ne l'est pas et que ça se produit à la maison, voilà, il y a l'angoisse qui peut rapidement s'installer. Et en fait, ton récit met en lumière une réalité souvent méconnue, en fait. Et j'espère sincèrement que ça va contribuer à sensibiliser davantage les gens à cette épreuve difficile. Alors après ces nombreuses fausses couches, est-ce que vous avez pu faire des examens supplémentaires pour voir un petit peu
pourquoi tout ça t'arrive? Qu'est-ce que ça a révélé? Sans exagérer, je pense qu'on a fait tous les tests possibles et inimaginables qui puissent exister. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on habitait à Hong Kong quand les 2 premières fausses couches se sont passées. Et on a eu la chance d'avoir une gynécologue qui était vraiment géniale, hyper compréhensive, hyper douce, hyper calée quoi, sur ce qu'elle faisait. Et elle nous a dit, dès la 2e fausse couche, on va pas attendre la 3e pour commencer à faire des tests. Je sais que c'est le cas dans beaucoup de centres, en fait, notamment en France, où on doit absolument attendre 3 fausses couches avant de pouvoir commencer à faire des analyses. Moi, ma gynécologue m'a dit « Ok, t'es quand même super jeune. Moi, j'avais 26 ans à l'époque. » Et elle m'a dit « C'est quand même pas normal ce qui se passe. Donc, on fait des tests au cas où. Comme ça, on va voir un petit peu où vous en êtes. » Et en fait, j'étais hyper contente de commencer à investiguer parce que c'est vrai que quand on vous dit faut attendre 3 fausses couches, c'est un peu c'est dur quoi de dire ok, je vais attendre qu'il m'arrive 3 choses complètement horribles qui vont me marquer à vie pour pouvoir enfin savoir si j'ai un problème quoi. Enfin, je trouve que d'attendre 3 fausses couches, c'est une épreuve en elle-même. Mais bon, bref, du coup, on a fait ces tests. On a eu quelques pistes, mais on n'a pas eu de vraies réponses. On nous a pas dit, votre fausse couche, c'est à cause de ça. Une chose que je pense que tout le monde aimerait savoir. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on nous a dit de réessayer. Entre-temps, on déménage aux États-Unis. Et au fur et à mesure des mois et des différentes grossesses, on rencontre d'autres spécialistes, on rencontre plein de médecins différents, mais le truc c'est qu'à chaque fois c'est pareil, on nous dit refaites des tests, on les fait et il n'y a pas forcément de réponse concrète. On nous dit réessayez et la prochaine fois on regarde un petit peu plus près. Enfin vraiment c'était quelque chose de difficile de nous dire réessayez mais on change rien et du coup moi dans ma tête si je réessaye et qu'on n'a rien changé il va m'arriver la même chose quoi. Donc voilà. Parmi ce qu'on a exploré, je peux donner un petit peu des idées de pistes qu'on a explorées. Nous, il y avait peut-être un problème dans l'épaisseur du sang. Ensuite, on a trouvé que j'avais une modification du gène MTHFR. Il y a quelque chose que je savais depuis ma jeune enfance. J'ai la forme de mon utérus qui est bicorne, donc c'est-à-dire que au lieu d'avoir une forme de triangle inversé, mon utérus a une forme de cœur. Voilà, j'aime beaucoup dire que mon utérus a une forme de cœur. Malheureusement, ça n'aide pas. On m'avait toujours dit en fait que ça allait me poser des problèmes dans le 2e et le 3e trimestre. Et en fait, il s'avère que même le 1er trimestre, c'est compliqué. Donc voilà, je me suis faite opérer 2 fois de cet utérus pour justement qu'il retrouve une forme plus normale ou régulière. Et on attend de savoir si ça a marché. On a aussi exploré un problème de thyroïde. Donc j'avais une hypothyroïdie qui est maintenant soignée et contrôlée. Et voilà, on en est toujours au même résultat. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si qu'est-ce qui cause vraiment ces fausses couches. Ça doit être difficile de rester dans l'incompréhension, de ne pas savoir ce qui se passe exactement. C'est marrant, ça me fait penser cette question, ça me fait penser à mon père qui me dit tout le temps que c'est pas possible, qu'il doit y avoir une explication. Je sais qu'il dit ça avec beaucoup d'amour. Bien entendu, et je pense aussi qu'il est très frustré de nous voir en difficulté, et je pense que c'est aussi difficile pour les parents de voir ses enfants qui sont en difficulté comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que non, c'est qu'il n'y a pas d'explication, et c'est vrai que c'est dur à accepter parce que dans la vie de tous les jours, en fait, on a l'habitude de vouloir trouver des solutions quand il y a un problème. Toujours, d'ailleurs, on cherche toujours à résoudre des problèmes. Mais dans certains cas, ce n'est juste pas possible. Et c'est un petit peu notre cas, et il y a beaucoup de personnes qui vivent l'infertilité qui sont dans ce cas aussi.
Et en fait, pour nous, cette incompréhension et ce manque de réponse, forcément, c'est frustrant. Surtout quand on nous dit, réessayer une fois de plus, ça se trouve, cette fois-ci, ça peut marcher. Enfin, vraiment, c'est retomber enceinte et savoir à tout moment que ça peut s'arrêter, c'est des épreuves, c'est des moments de doute, c'est des moments de joie aussi, parce qu'on est quand même content d'être enceinte, mais en même temps, on peut pas mettre trop d'espoir, quoi. Enfin, c'est vraiment un moment difficile. Donc, et en plus, ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que quand on nous dit réessayer et on verra par la suite, réessayer pour que tout le monde se rende compte, ça signifie quand même 4 à 5 mois d'essai pour tomber enceinte en moyenne. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est la moyenne en fait. C'est la moyenne que nous avons eue pour nos 5 grossesses. On pense souvent qu'on tombe enceinte en 1 mois, ou si on oublie juste la pilule, on tombera directement enceinte. Ça arrive souvent, et la moyenne, ce n'est pas ça. Donc voilà, ça met du temps pour tomber enceinte. Puis ensuite, du coup, c'est aussi 2-3 mois où je suis vraiment enceinte. Et quand ça marche pas, 2-3 mois pour que le corps se remette, se rétablisse, que les hormones de grossesse s'en aillent, pardon. Et en fait, tout ça, c'est du temps, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est du temps, c'est de l'attente, c'est du stress, c'est beaucoup de choses. C'est pas simple de dire réessayer et ça, on verra. Ça prend beaucoup d'énergie, je sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait pas si on doit garder espoir ou et vraiment se réjouir, parce que ok, on est enceinte, il y a quand même un être qui vit en moi et qui se développe. Donc on sait pas si on doit garder cet espoir ou si on doit quand même, au fond de notre tête, garder en tête que c'est possible qu'il y ait une nouvelle déception qui arrive, quoi. Donc voilà, c'est un état d'esprit très mitigé, j'ai envie de dire. Et ce que je me dis souvent, par rapport au fait qu'on puisse pas trouver de solution et qu'on puisse pas trouver de réelle explication, c'est que la science continue d'évoluer et que pour le moment, il n'y a pas de diagnostic précis sur notre cas, mais peut-être qu'un jour, la science sera capable d'expliquer aux futurs parents et ils auront peut-être plus de réponses, mais en tout cas, c'est pas d'actualité pour nous. À New York, vous avez le droit au DPI, donc ce qui permet de voir la viabilité de l'embryon avant l'implant, c'est ça? Est-ce que ça te soulage un peu? Alors oui et non. C'est vrai qu'il y a cette chance ici de pouvoir demander un DPI quand on fait un parcours FIV. Et en France, alors qu'en France, ce n'est pas possible. Ou alors c'est très très compliqué, c'est long et c'est surtout pas du tout accessible à tous. La DPI, ça signifie diagnostic préimplantatoire. Et en fait, ça veut dire que l'on va faire une biopsie des embryons, on va compter le nombre de chromosomes et on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème génétique. Et pourquoi c'est important, et pourquoi c'est important surtout dans notre cas à nous, c'est que la plupart des grossesses arrêtées, on dit que la plupart des grossesses arrêtées sont dues à une malformation génétique. On ne connaît pas vraiment les chiffres exacts, mais voilà, on dit souvent que c'est la cause numéro 1. Donc pour nous, c'est important de savoir que génétiquement, l'embryon que l'on va implanter est bien. Donc ça élimine une raison possible de... j'ai pas du tout envie d'employer ce mot, mais de l'échec, en fait, de la grossesse qui s'arrête. Donc voilà, donc oui, ça nous soulage quand même pour les prochains essais. Ça va pouvoir ou nous permettre de tomber enceinte, ou nous permettre d'exclure le problème génétique de notre cas. Par contre, ça n'enlève pas du tout la pression, en fait, que l'on a pour les prochaines grossesses. En fait, on sait même pas si le problème vient de là. C'est une possibilité, mais on sait pas. Et même j'ai envie d'aller plus loin et de parler un petit peu de ce qui s'est passé pour notre 5e grossesse, la dernière. On sait, dans cette 5e grossesse, quand j'ai fait l'aspiration, ils ont pu tester génétiquement le fœtus, et on sait que ce bébé était en pleine santé, avait tous les bons chromosomes et génétiquement était viable. Donc
Donc voilà, on sait qu'il y a une des grossesses que c'était pas dû à un problème génétique. Donc voilà, on sait que avec le DPI, ça va un petit peu nous soulager parce que voilà, ça augmente quand même les chances d'avoir une grossesse qui va à terme. Mais c'est pas non plus une formule magique. Il y a des grossesses avec des embryons complètement solides, viables génétiquement, qui ne vont pas à terme. On n'espère pas du tout que ce sera notre cas, mais on sait que ça existe. À la 4e fausse couche, là, c'était vraiment la fois de trop. Comment tu t'es sentie ? Comment tu as su que tu partais en dépression intense ? C'est vrai que cette 4e fausse couche, elle a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. C'était la grossesse la plus courte. Elle n'a duré que quelques jours. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un test de grossesse et 3 jours après, le test de grossesse était déjà négatif. Mais c'est clairement celle qui m'a le plus impactée. Je dis et je répète souvent que ça ne sert à rien de se comparer avec les autres, car on a tous des parcours, des histoires différentes, des relations dans le couple différentes, etc. Mais en fait, c'est même vrai pour soi-même, quoi. Il y a certaines choses qui vont nous blesser plus que d'autres, sans que ce soit forcément en relation avec la durée de l'épreuve ou quoi que ce soit. Et je dois avouer quand même que malgré le fait que je sois hyper ouverte sur les réseaux sociaux, que je sois décomplexée autour de mon histoire de la fertilité, même si c'est assez récent, c'est la première fois aujourd'hui que je vais parler de ma dépression. J'ai toujours eu du mal à en parler car j'avais l'impression de devoir être une sorte de rôle modèle un petit peu pour les femmes que j'accompagnais dans leur parcours. Je me disais que, à tort bien sûr, je me disais que personne ne voulait être accompagné par quelqu'un qui était en dépression ou que personne n'allait suivre les conseils de quelqu'un qui n'arrive pas à être enceinte et en plus qui n'arrive pas à gérer mentalement ce qui lui arrive. Mais ce qui se passe aussi, c'est que j'habite aux États-Unis du coup, et ici la santé mentale, c'est quelque chose qui est discuté plus librement. C'est pas forcément ce qui se passe en France ou en Europe. Alors, du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait prendre peur un petit peu de discuter aussi ouvertement de ma santé mentale et de ma dépression. C'est que, c'est pas quelque chose dont on parle, ce qui est dommage. Voilà, aujourd'hui, je prends la parole, je prends mon courage à deux mains et je veux en parler, quoi, parce que c'est trop important. Voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent. La santé mentale, c'est quelque chose... j'ai pas forcément les mots, tellement c'est important, quoi. Tellement il faut en prendre soin, tellement il faut arriver à trouver des solutions, à mettre en place des choses dans sa vie, dans sa vie pour essayer d'aller de l'avant, quoi. Et donc voilà, le fait que ce soit encore tabou, j'ai pas envie que ça m'empêche de partager mon message et toujours dans le même but. En fait, si aujourd'hui, en parlant de ça, je peux aider d'autres femmes en désir d'enfant à aller mieux, vraiment, j'ai tout gagné. Donc, je vais te donner quelques signes, en fait, qui m'ont fait comprendre que la dépression s'était vraiment bien installée en moi et qu'il fallait que j'agisse rapidement, en fait, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour continuer d'avancer et surtout pour pas que ça devienne plus grave que ce que ça l'était déjà. Donc, je dirais en premier lieu, je me suis rendu compte que j'étais triste d'être triste. C'est vrai, et c'était vraiment fort, quoi. Un jour, j'ai mon mari qui m'a envoyé une photo de moi qui datait d'avant le début des essais bébés. Donc, j'étais encore jeune, j'étais pétillante, j'étais hyper souriante sur la photo. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc, quoi. Je me suis dit, putain, waouh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas souri comme ça, ou en tout cas que je l'ai pas vraiment pensé, quoi, que mon sourire, il n'était pas... que derrière mon sourire, il n'y avait pas quelque chose de noir qui se cachait, que mon sourire, c'était un vrai, que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas profité d'un moment où j'étais vraiment heureuse. Et en fait, je me suis dit, putain, je sais même pas si j'en suis encore capable. Et voilà, donc, et en fait... Tout ça, le fait d'être triste m'a rendue profondément triste. Et d'ailleurs, je pense que c'est un autre signe
un autre signe que j'ai eu, c'est que cette tristesse, elle partait jamais. Cette tristesse, c'était devenu genre un voile noir qui était permanent, qui était tout le temps, partout, qui faisait que tout autour de moi, c'était fade. Il n'y avait pas de moment de plus, ni de moment de moins d'ailleurs. En fait, toutes les émotions positives étaient atténuées, voire inexistantes. Je me rappelle même, on est parti en vacances en Guadeloupe, donc sur le papier, waouh, c'est un truc de ouf. Et en fait, je ressentais pas grand-chose. Tout était grisé, ok, j'étais au soleil, j'étais sur la plage, etc. Donc pour moi qui adore la plage, je me suis dit, mais je vais enfin sortir de cette tristesse, mais en fait non, quoi. C'est la dépression, c'est pas juste se sentir mal, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond, et de faire des activités qui sont sympas, ça n'enlève pas la dépression. J'ai d'ailleurs eu aussi des personnes dans mon entourage qui ont tout simplement commencé à s'inquiéter, à voir que j'étais différente. De base, je suis quelqu'un de très vivante, de très... je sais pas, j'aime bien avoir cette joie de vivre en moi, et je pense que ça me définit aussi pas mal. Et donc voilà, le fait que je sois triste et que ce soit permanent et que ce soit profond, en fait, les gens ont commencé déjà à voir une différence chez moi. Puis après, il y a eu plein de signes, en fait. Au final, j'ai eu une perte de motivation, mais une perte de motivation globale, quoi. J'avais peur j'avais pas envie de m'habiller, ni de me maquiller, ou même faire des choses hyper simples. J'avais plus la motivation de me doucher, ni de sortir de chez moi. Enfin, vraiment, ça va être quelque chose peut-être dont on parle plus, la perte de motivation comme signe de la dépression, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti aussi. Et en fait, comment je m'en suis vraiment rendu compte. J'avais tout ça en tête, mais je me disais, bon, voilà, t'es triste parce que t'es en essai bébé et que ça marche pas et que tu viens de vivre une fausse couche. C'est difficile pour toi. Donc, c'est normal, entre guillemets, d'être aussi triste. Et en fait, un jour, j'étais suivie par une psychologue depuis quelques mois, et elle m'a vraiment envoyé un message d'alarme en me disant, bon, là, il faut faire quelque chose. Je pense que tu fais une dépression sévère, et il faut que tu ailles voir une psychiatre pour te faire soigner. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et j'en suis hyper heureuse parce qu'aujourd'hui, je retrouve vraiment cette... Je me retrouve, en fait. Je retrouve ma joie de vivre, j'ai envie de dire, mais la joie de vivre, c'était ce qui me représentait. Voilà, je me retrouve moi. C'est pas tous les jours joyeux, c'est pas tous les jours triste non plus. C'est entre les deux. C'est une bonne moyenne de, ok, il y a des jours où je me sens bien et je peux profiter de la vie, et il y a des jours où je me sens pas bien. Et c'est normal parce que ce que je vis dans ma vie de tous les jours, c'est quand même difficile. J'ai des rendez-vous très, très, très fréquents chez le docteur qui me rappellent tout le temps au fait que j'essaye d'avoir un enfant et que c'est un petit peu plus difficile pour nous. Donc c'est aussi normal d'avoir des moments de moins, mais ils sont pas omniprésents et ils viennent pas gâcher non plus les moments de plus. Voilà. Alors tu pratiques le yoga fertilité, le yoga de la femme. Est-ce que tu peux nous expliquer ces pratiques ? Elles contribuent au bien-être des femmes ? Oh oui, j'ai trop envie de parler du yoga de la femme et de la fertilité. C'est mon sujet préféré. On a beaucoup parlé de moi, mais c'est vrai que, comme je disais au début, c'est toutes ces expériences qui ont été riches en émotions et en apprentissage pour moi, qui ont fait et qui m'ont emmenée en fait à vouloir me dévouer, à vouloir me spécialiser, à vouloir me faire de mon métier quelque chose qui faisait du sens. Voilà, de me dévouer à la cause des femmes en désir d'enfant, ça a fait beaucoup, beaucoup de sens en fait par rapport à ce que j'avais vécu avant et par rapport à ce que je vis encore. Je me dis, voilà, c'est un peu mon chemin de vie, c'est ce que je dois faire, c'est ma raison de vivre, c'est mon quotidien, je suis faite pour ça. Ce que j'ai vécu, ça m'aide dans ce parcours-là, donc c'est là où je dois être. Donc pour vous expliquer un petit peu d'où je viens et comment j'ai réussi à me spécialiser dans le yoga de la fertilité,
Je suis professeure de yoga depuis 5 ans déjà et j'ai été rapidement intéressée par tous les sujets autour du yoga de la femme. J'ai commencé par le yoga pré- et post-natal dans un premier temps parce que je savais que dans un futur proche, je voulais être enceinte. Donc, je me suis dit, OK, je vais me spécialiser en pré-post-natal. Comme ça, quand je serai enceinte, je vais pouvoir utiliser mon apprentissage sur moi-même. Finalement, j'ai laissé un petit peu cette formation de côté, mais je vais y revenir. J'enseigne encore de temps en temps des cours de prénatal et j'adore ça. Donc voilà. Après, au bout de quelques temps, et en voyant aussi qu'on avait pas mal de difficultés de notre côté à tomber enceinte, j'ai commencé à m'intéresser et à me former au yoga de la fertilité. Et en fait, ça m'a fait... ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment transformée dans le sens où ça allait beaucoup plus loin que juste une simple formation de yoga. C'est grâce à cette formation que j'ai pu me transformer d'abord pour pouvoir transformer les autres. En fait, j'ai vraiment, avec les pratiques de cette formation et avec du coup les pratiques que j'enseigne aussi, j'ai pu développer ma féminité, j'ai pu découvrir ma douceur, mon empathie, la bienveillance. J'ai pu développer l'amour de moi, l'amour des autres. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont sorties en fait de cette formation de yoga fertilité. Et pour quelqu'un qui travaillait vraiment en finance dans une salle de marché avant, je peux t'assurer que tous ces mots n'étaient même pas dans mon vocabulaire. Enfin, je savais que au fond de moi, j'étais vouée pour quelque chose de plus profond, de plus féminin, etc. Mais c'était masqué en fait par tout mon passé, par mes études qui ont été très mathématiques, logiques, très masculines dans l'énergie. Toute cette énergie féminine, elle avait été masquée chez moi. Et donc, ça l'a fait ressortir. Et ça a vraiment changé ma façon d'interagir avec le monde, tout simplement. D'interagir avec moi-même. Et voilà, c'est ça qui m'a... Je me suis dit, voilà, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je suis censée faire, et c'est ça que je vais faire, tout simplement. Du coup, le yoga de la fertilité, c'est quoi? Parce que j'ai beaucoup parlé de comment ça m'a impacté, mais j'ai aussi envie de parler de comment ça peut impacter les femmes en désir d'enfant, s'il y en a qui nous écoutent. Donc le yoga de la fertilité, c'est une pratique qui respecte le cycle féminin, ou le protocole PMA d'ailleurs, qui généralement est un calque d'un cycle féminin à quelque chose près. C'est une pratique qui évolue en fonction des besoins et des envies du corps pour que on arrive à une fertilité optimale. Ça, c'est vraiment important de comprendre que le yoga fertilité, c'est pas un cours de yoga que vous allez prendre dans un studio où tout le monde va faire la même chose, où on va essayer de bouger d'une pose à l'autre, où tout le monde va être aligné de la même façon, etc. Le yoga de la fertilité, c'est une approche beaucoup plus douce et beaucoup plus compréhensive des besoins de chacune. Donc, je suis beaucoup, dans ma façon d'enseigner, je suis beaucoup moins stricte, beaucoup moins focus sur un point en particulier. J'essaye vraiment de laisser le pouvoir aux femmes, quand elles pratiquent, de pouvoir se connecter à leur propre corps, de pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, il y a ça que je sens bien, il y a ça qui fait beaucoup d'effet sur moi, donc je vais continuer à bouger de cette façon, etc. Et c'est ça qui est beau, en fait. Je redonne le pouvoir à l'élève. C'est plus moi, en tant que prof, qui guide et qui dit à l'élève fais ci, fais ça. C'est vraiment moi qui dis à l'élève, voilà, tu as la possibilité de faire ça, ça, ça. Ça, c'est bien pour ta fertilité. Ça, c'est bien pour la phase préovulatoire. Ça, c'est bien pour ça. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui deviens maître de ton corps. Et c'est toi, d'ailleurs, qui a toujours été maître de ton corps, mais qui va regagner, en fait, cette confiance en toi grâce au yoga. Et donc, pour être un petit peu plus précise sur comment ça se passe, il va y avoir 3 pratiques différentes. Il y a une pratique spécifique pour les règles, pour soulager les crampes et surtout aussi soulager la charge émotionnelle ou la tristesse en fait qui vient souvent avec la découverte que l'on n'est juste pas enceinte, parce que les règles
c'est vraiment la preuve que bon voilà, le cycle est fini, ça n'a pas marché, il faut recommencer, c'est quelque chose qui peut être très pesant. Ensuite, il y a une pratique qui vise à stimuler les ovaires et à soutenir une belle ovulation. Ça, c'est ce qu'on pratique du coup avant l'ovulation pour vraiment tout mettre en place pour que l'ovulation soit la plus belle possible. Et enfin, on a une pratique post-ovulation qui vient favoriser l'implantation et le développement de l'embryon. Donc, on met tout en place cette fois-ci pour que l'embryon puisse être nourri, puisse s'accrocher de la bonne manière et puisse, trouver son petit cocon bien douillet à l'intérieur de notre utérus. Donc, le yoga fertilité, c'est très complet et surtout, c'est très spécifique aux besoins de chacune. Mais je veux quand même ajouter que le yoga fertilité, c'est pas seulement le yoga dans le sens physique du terme. Quand je parle de yoga fertilité et quand je dis j'enseigne le yoga fertilité, c'est pas seulement tout ce qui se passe sur un tapis de yoga. Pour moi, je vais aussi rajouter la méditation, les visualisations, les exercices de respiration pour justement apprendre à gérer ses émotions, son stress, toutes les choses comme ça. Je vais aussi rajouter des affirmations pour essayer de garder du positif dans sa vie, pour essayer d'être soulagé ou de changer un peu ses pensées tout le temps noires si on en a. Mais aussi, je trouve que le yoga fertilité, ce qui est beau, c'est que ça peut aussi évoluer vers des échanges, des rencontres avec d'autres femmes qui sont en désir d'enfant. Voilà, on parlait au début de solitude, d'isolement. Pour moi, le yoga fertilité, c'est un petit peu le pont pour passer d'un endroit où on est seul, on sait pas trop ce qu'on fait, on n'est pas connecté avec notre corps, à un endroit où on est entouré de femmes qui ont les mêmes parcours que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous, peut-être des difficultés différentes, mais au moins qui comprennent un petit peu ce que l'on vit. Et voilà, c'est ça qui est beau pour moi, c'est aussi de faire ces rencontres. D'ailleurs, ça a été beau pour moi d'un point de vue personnel de faire autant de rencontres de femmes qui ont aussi vécu ça. Et donc voilà. Tout ça, ça contribue non seulement à améliorer la fertilité, mais le plus important selon moi, c'est que ça aide à se sentir bien tout court. C'est ce que je disais. D'abord moi et après ma fertilité. Et en fait, ça vient ensemble. Le moment où je suis bien, ma fertilité va de suite être bien. Voilà, c'est ce que j'aime toujours dire. D'abord moi, et ensuite ma fertilité. Je sais que c'est pas trop... que pas tout le monde est d'accord avec moi, mais c'est ma philosophie, c'est mes valeurs. Voilà. Alors, tu as créé le concept cycle fertilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme et comment il vise à soutenir les femmes en désir d'enfant? C'est effectivement mon tout nouveau programme qui est sorti du coup début novembre. Et en fait, c'est assez simple. J'ai créé le programme que j'aurais adoré avoir pour moi pendant mon parcours. C'est vrai que c'était difficile de trouver des cours comme je l'imaginais. Bon, parce que du coup, j'ai quand même ma prof. Enfin, je suis formée pour être prof de yoga fertilité, donc j'avais beaucoup d'attentes quand même concernant ce que je voulais pour ma propre pratique, pour mon propre parcours. Donc j'ai vraiment créé quelque chose que je trouve complet et que je trouve hyper impactant. Et d'ailleurs, je dois avouer que en fait, je suis moi-même mes propres cours qui est à l'intérieur de cycle fertilité parce que je sais que ça va m'aider à prendre soin de moi, de ma fertilité. Je sais que tout est là pour m'aider au maximum dans mon parcours. Et j'avoue quand même, c'est un petit peu bizarre de me voir à la caméra ou d'écouter ma voix pendant les méditations, mais au moins, je suis sûre de la qualité et de la pertinence des cours que je fais. Je sais que tout est adapté et que si je suis le programme, je vais être en bonne santé et ma fertilité va être optimisée. Et en fait, comment ça se passe dans ce programme? Comme je t'ai expliqué, le yoga fertilité, ça s'adapte à chaque phase du cycle. Et bien, du coup, dans cycle fertilité, comment je l'ai conçu, c'est qu'il va y avoir 3 modules. Un module pour chaque phase du cycle. Donc, il va y avoir un module sur les règles, un module sur la phase préovulatoire et un module, c'est la phase post-ovulatoire. Et à l'intérieur de chaque module, il y a plein d'outils pour soutenir le corps, l'esprit, avec du yoga, de la méditation et des exercices bien-être.
Donc voilà, on suit vraiment en fait les femmes dans leur parcours en fonction de leur propre cycle. Et voilà. J'ai déjà des dizaines de femmes qui se sont inscrites et qui adorent les pratiques. Donc je suis vraiment très heureuse de m'être lancée, voilà, d'avoir mis beaucoup d'énergie au final, mais qui ça sert à quelque chose. Je vois que les femmes en sortent grandies, qu'elles se sentent beaucoup plus apaisées après les cours, qu'elles retrouvent ce pouvoir sur leur corps, cette confiance en elles, et vraiment ça me fait tellement plaisir. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment aussi motivée à travailler sur d'autres projets pour accompagner les femmes. Je pense que début 2024, il y aura plein d'autres surprises qui vont sortir. Et voilà, je pense aussi à un programme pour les femmes qui tombent enceintes après un parcours difficile. En fait, on pense souvent à l'avant, à comment faire pour tomber enceinte, etc. Parce que c'est ce qu'on veut à tout prix. Vraiment, c'est ce qui nous obsède, quoi. Mais on pense pas souvent au côté, bon, bah, maintenant que je suis enceinte, comment ça va se passer? Parce qu'en fait, tout le stress qui s'est accumulé pendant ces essais bébés, bah, il va pas disparaître le jour où il y a un test de grossesse positif, notamment si vous avez fait une fausse couche, par exemple, ou si vous en avez plusieurs comme moi. Le stress, il va quand même être là, et donc j'aimerais vraiment aussi accompagner les femmes dans les premières semaines de grossesse, dans le premier trimestre, pour justement apprendre à gérer toutes ces émotions, et aussi apprendre à redécouvrir son corps, parce que le corps évolue énormément pendant le premier trimestre, d'ailleurs pendant tous les trimestres, mais voilà, apprendre à être dans une bonne relation entre soi et son corps. Comment as-tu travaillé sur toi-même pour surmonter cette période difficile et surtout continuer à avancer dans ton parcours de fertilité avec ton mari? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une chose en particulier qui m'a vraiment aidée, mais une liste très très longue de choses qui m'ont aidée dans mon parcours à me sentir beaucoup mieux. Et avant que je dise ce qui m'a aidée, c'est aussi important de comprendre que ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Mais je vais quand même citer des choses pour vous donner des idées, pour aller explorer. Moi, j'ai pas su ce qui allait marcher avant de l'essayer, donc j'ai essayé 1 milliard de choses. J'adore ça, je disais au début, j'adore explorer les nouvelles choses, donc c'était sympa pour moi d'aller explorer plein de nouvelles pratiques, plein de nouvelles choses. Mais il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins marché. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui ont marché. Donc, en numéro 1, je pense, c'est participer à des cercles de femmes en désir d'enfant. Ces cercles de femmes, c'était moi qui les organisais, et en fait, je pense que j'ai été celle qui a le plus profité en fait des cercles, parce que j'ai pu échanger, j'ai pu créer des liens avec des femmes, des liens assez forts, quoi, où vraiment maintenant on continue à se parler, à échanger, à se soutenir. Il y en a qui sont enceintes, il y en a qui essayent encore. Enfin, vraiment, c'est vraiment un espace hyper bienveillant où on a pu être dans un petit cocon tous ensemble, se soutenir, s'écouter. C'était vraiment très fort. Ensuite, ce qui m'a aidée, je dirais me faire accompagner par des professionnels. Donc, je vous ai dit, je me suis fait accompagner par un psychologue, une psychiatre. Ensuite, j'ai essayé l'acupuncture, la naturopathie, bien sûr le yoga. J'ai été suivie par des profs de yoga fertilité aussi. Et j'ai mis plein de choses en place. Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que je pouvais pas le faire toute seule. J'ai mis du temps à prendre cette décision de dire ok, maintenant je vais me faire aider, parce que avancer dans mon parcours toute seule, ça marche pas. Il faut que quelqu'un puisse me prendre la main et qu'on puisse avancer vers un état d'esprit beaucoup plus sain, quoi, pour moi, pour ma famille et pour mon futur enfant. En numéro 3, je crois que c'est ça, en numéro 3, ça a été me connecter à mon corps et l'aimer profondément. Vraiment, ça aussi, ça a été une découverte de ouf. Mais vraiment pas juste me regarder dans le miroir et me dire que je m'aime, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est aimer mon corps,
aimer mon corps, qui fait de vraiment de son mieux tous les jours, qui fait plein d'efforts pour pouvoir créer la vie tous les mois, etc. Et au lieu juste de lui en vouloir, vraiment le remercier d'être là, de me permettre de sourire, de rire, de vivre des moments forts tous les jours. Voilà, et ça, je pense que c'est le yoga et l'utilisation aussi de mouvements conscients qui m'ont le plus aidé à faire ça, à faire cette connexion profonde avec mon corps. Ensuite, ce qui m'a aidé, je pense que aussi c'est de continuer à vivre, tout simplement. Je me suis mis une petite règle il y a pas longtemps. J'espère que essayez, dites-moi si ça marche. C'est que si je commence à me dire dans ma tête, oh non, mais je peux pas faire ça parce que on sait jamais si je suis enceinte ou si je suis pas enceinte ou si je dois faire des tests à ce moment-là. Enfin bref, dès que je pars comme ça un petit peu dans ma tête, j'oublie, j'efface et je dis ok, non, il n'y a pas de si je suis enceinte, si je suis pas enceinte, non, non. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, je le fais, on verra au moment même. Si j'ai envie de partir en vacances, hop, je book mon billet. Si le jour même, je peux pas parce que je suis en plein dans mon parcours de fille ou que je suis enceinte, juste je l'annule, tant pis. J'aurais payé pour rien au pire, mais voilà, on peut prendre même des trucs annulables. Mais voilà, si je suis enceinte, je serais trop contente parce que je suis enceinte. Si je suis pas enceinte, je serais trop contente de pouvoir partir en vacances et de pouvoir relâcher la pression aussi, quoi. Ça marche pour partir en vacances, ça marche pour aller dîner avec des amis, voilà, juste continuer à vivre. Et une dernière chose qui m'a aidée, je pense, je suis obligée d'en parler parce que c'est quelque chose d'assez fort aussi, c'est de rester soudée avec mon mari. Vraiment de continuellement se souvenir, se rappeler de pourquoi on est engagés dans un tel parcours tous les deux, se rappeler que l'on s'aime en fait tout simplement, se rappeler de pourquoi on s'est lancé dans cette aventure, mais aussi d'accepter que notre relation elle évolue avec les épreuves, notre vie intime aussi, il faut pas se mentir, elle évolue. C'est pas facile d'essayer d'avoir un enfant, que ce soit naturellement ou pas. Il y a beaucoup d'obligations et du coup la vie intime peut en prendre un coup. Et voilà, d'accepter que c'est normal que les choses évoluent, que les choses changent. Il y a aussi quelque chose qu'on fait et que je vois que beaucoup de personnes ont du mal à faire, c'est accepter qu'on n'est pas toujours tous les deux sur le même... on n'est pas tous les deux d'accord, en fait. On n'est pas tous les deux affectés de la même manière par les choses qui nous arrivent. Voilà, ça je pense que c'est super important à comprendre. Des fois, je vais être plus affectée, des fois, il va plus l'être. Des fois, je vais être affectée de suite, lui, 2 semaines plus tard. Voilà, c'est vraiment pouvoir apprécier et accepter les différences entre lui et moi. Comment le soutien émotionnel de ton entourage ou des professionnels de santé mentale a-t-il été important pour toi pendant cette période difficile du parcours pour devenir parent? Ouais, je pense que le soutien émotionnel, c'est essentiel. C'est impossible sans. Franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage qui est compréhensif, qui est plein d'empathie. Et je sais que malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais au final, malgré mon entourage, je pense que ça ne suffit pas vraiment. Qu'importe si on est soutenu par sa famille, par ses amis, par son partenaire, en fait, je pense sincèrement que c'est aussi très très important d'être accompagné par un thérapeute, que ce soit un psychologue, un hypnothérapeute, une coach, une accompagnante fertilité, même juste vraiment, peu importe, quelqu'un qui est là pour vous soutenir émotionnellement. Il y a plein d'options et je pense que chacune doit pouvoir choisir sa personne, sa thérapeute, sa méthode qui marchera pour elle. Mais voilà, il faut trouver quelqu'un qui puisse soutenir un peu le côté émotionnel. Et je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi, il y a une chose qui est fondamentale et qui est trop importante, c'est de faire partie d'une communauté de femmes en désir d'enfant. J'organise des cercles de femmes régulièrement et c'est clairement ce qui m'a aidé le plus cette année. Et à en voir
tous les retours que j'ai eus des femmes qui ont participé, vraiment, je pense que ça a été aussi un très gros highlight de leur année aussi, parce que, enfin, c'est fort, quoi, ce qu'on vit. C'est des liens qui sont créés, c'est des femmes qui nous écoutent, qui partagent, qui se comprennent. Et en fait, ce qui est fort, c'est que on n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin de s'étaler. On n'a pas besoin de dire « Oh, ben, ça marche comme ci, ça marche comme ça ». On n'a pas besoin de se justifier. On n'a pas besoin... Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas d'énergie de faire avec d'autres personnes. Ici, en fait, dans des cercles de femmes, ben, des fois, on n'a pas besoin de parler. Des fois, juste, on est là, on partage notre énergie, on écoute, on sait qu'on est là pour les autres, on sait que les autres sont là pour nous. Et voilà, c'est juste magique, en fait. Il n'y a pas cette peur de se faire rejeter, il n'y a pas cette peur de choquer les autres par nos décisions, par nos émotions. Par exemple, je sais que dans ces groupes de femmes, on normalise vachement le fait d'être jalouse, tout simplement, d'être jalouse de ses amies qui sont enceintes. C'est quelque chose de complètement normal. Nous, on n'y arrive pas. Nous, on a des difficultés. Nous, on doit payer des choses. Nous, on doit prendre du temps. Nous, on doit quitter notre travail pour pouvoir le faire. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits, alors qu'il y a des personnes qui tombent enceintes naturellement. Voilà, je suis très contente pour les personnes qui tombent enceintes naturellement, mais c'est normal d'être jalouse. C'est normal d'avoir un petit truc au fond du cœur qui disent « Oh, moi aussi je le veux, moi aussi c'est ça que je voulais et je me sens pas bien parce que je l'ai pas. » Donc voilà, c'est vraiment, dans ces groupes, on normalise toutes ces émotions, on normalise le fait d'être en colère peut-être contre le système médical, d'avoir des problèmes d'intimité avec son partenaire. Ça aussi, c'est complètement normal. Vraiment, on est dans un safe space où les femmes s'y sentent bien et peuvent sortir de l'isolement, peuvent sortir de ce trou noir un petit peu de je suis toute seule et il y a personne pour m'aider et quoi qu'il arrive, je vais être malheureuse tant que je n'aurai pas d'enfant. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça le but, c'est que les femmes se rendent compte que elles peuvent retrouver une vie épanouie, une vie pleine de vie, vraiment, sans avoir atteint le but final, quoi. C'est que le chemin vers la maternité, il est long. On ne sait pas à quel point il est long, mais on peut, sur ce chemin, trouver des choses qui sont positives, trouver des choses qui nous apportent du bonheur, trouver des choses qui font en sorte que, voilà, on se sente bien et on sent pas qu'on a mis notre vie complètement en pause pendant X années tant qu'on n'a pas eu cet enfant, en fait. Avec tout ce que tu as vécu, comment tu perçois la maternité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te motive à persévérer malgré les obstacles ? D'où te vient cette force ? C'est marrant parce que c'est pas du tout une question à laquelle je pense souvent. En tout cas, j'y pense plus trop depuis quelques mois. C'est vrai qu'avant, je me demandais tout le temps ce que serait ma vie de mère et j'avais très très hâte d'être mère au début pour quitter mon travail, puis ensuite je voulais que ma vie tourne autour du fait d'être mère. Je n'attendais que ça, je vivais que pour ça, je pensais qu'à ça vraiment. Et puis ensuite j'ai fait ce travail avec ma psychologue du coup, qui m'a amenée à me concentrer beaucoup beaucoup plus sur le moment présent. C'est quelque chose que je connaissais déjà dans ma pratique de méditation et dans mon milieu du bien-être. Le moment présent, c'est quelque chose qui est quand même que je connaissais, mais j'ai envie de dire, je le connaissais, mais j'avais jamais réussi à l'appliquer vraiment sur moi et sur ce que je vivais en fait. J'avais jamais compris vraiment à quel point être dans le moment présent, ça pouvait être puissant et à quel point ça pouvait m'impacter. Et en fait, ça veut dire que au lieu de penser à la maternité, je me suis focalisée sur ce qu'il se passe maintenant dans ma vie, en fait. Et maintenant dans ma vie, la maternité, elle n'est pas là. Elle sera là un jour, j'en suis sûre. D'une manière ou d'une autre, je sais que je serai mère un jour. Mais le fait de ne pas me focaliser là-dessus, ça m'a apporté énormément d'apaisement. Ça m'a apporté, c'est un soulagement de ouf de dire, ok, je serai mère un jour, mais c'est pas maintenant, donc je vais arrêter de penser à ça toute la journée, quoi. Et pour donner un exemple un peu plus précis, du coup, pour mes 4 premières fausses couches, c'est vraiment le moment où on me dit, le cœur ne bat plus,
voilà, je suis complètement dévastée. J'ai fait tous les plans dans ma tête. J'avais imaginé ma vie avec cet enfant. Je m'y voyais déjà je m'y voyais déjà, quoi. Je voyais ma vie avec. J'avais planifié tellement pour faire ça, ça, ça. Enfin, vraiment, j'étais complètement dans la maternité alors que j'étais encore dans le premier trimestre. Et je savais qu'il y avait quand même plus de chances que je le perde parce que, avec mon antécédent, il y a quand même plus de chances, c'est mathématique, voilà. Et en fait, quand je l'ai perdu, c'est tout cet avenir, en fait, que j'ai perdu avec l'enfant que j'ai perdu. Alors que pendant ma 5e grossesse arrêtée, bien évidemment, je me suis aussi imaginée être maman, c'est inévitable. Il y a un être qui grandit dans mon ventre. Bien sûr que je m'imagine être avec lui, le serrer dans mes bras, etc. Mais je me suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus recentrée sur le présent. Donc, en fait, quand j'ai perdu ma grossesse, ce que j'ai perdu, c'était ma grossesse. C'était pas mon avenir, j'ai pas perdu mon futur rôle de mère, j'ai pas perdu, en fait, tout l'avenir que j'avais avec cet enfant. J'ai juste perdu ma grossesse. C'est pas juste perdu parce que c'est quelque chose d'énorme, mais c'est quand même moins gros que perdre la grossesse et tout mon avenir, en fait, tout mon bonheur et tout ce qui va avec. Voilà, j'ai recentré ça au présent. Voilà, aujourd'hui, j'ai perdu une grossesse. C'est difficile. Je vais prendre le temps de pleurer. Je vais prendre le temps d'être triste. Et après, je vais passer à autre chose parce que voilà, la vie continue à avancer, parce qu'il y a d'autres belles choses qui se passent dans ma vie, parce que je veux continuer à profiter de mon couple, de mon métier, de ma famille, de mes amis, du fait d'habiter à New York. Rien que ça, c'est un truc de fou. Enfin, voilà. Et je pense que cette mentalité, elle a tout changé, en fait. Et en parlant un peu de mon mari aussi, c'est vrai que cette relation avec mon mari, elle n'a jamais cessé de se renforcer depuis le début de notre projet, depuis le début du fait dès qu'on a décidé d'avoir un enfant, notre relation elle a complètement évolué, et s'est complètement renforcée. Avoir un enfant, notre raison principale pour avoir un enfant au début, c'était de donner vie à notre amour. Voilà, pour nous, on voulait que notre amour soit symbolisé par un enfant. Il y a plein de raisons de vouloir un enfant, c'était la nôtre. Et en fait, au plus on a avancé dans ce projet, au plus ça s'est concrétisé au final. Dans le sens où, même si on n'a pas eu encore la chance de serrer notre enfant dans les bras, cet amour, il n'a pas cessé de grandir à travers les épreuves. Et c'est tout aussi beau. En fait, cet amour, au lieu de concrétiser par un enfant, il a été concrétisé par beaucoup de gestes d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de choses qui se sont passées dans notre couple et qui sont tout aussi belles, en fait, que juste... tout aussi belles que d'avoir un enfant. Notre amour, on lui a donné vie, en fait. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai plutôt un discours... anti, ne lâche rien, tu vas y arriver, la lumière est au bout du tunnel. Enfin, vraiment, le ne lâche rien, c'est quelque chose que je n'accepte pas et que je ne recommande pas non plus. Je reçois des centaines de messages comme celui-ci et en fait, ça me dérange. Ça me dérange énormément de ce message-là et en même temps, ça me dérange pas parce que je sais que celles qui m'envoient ce genre de messages, elles le font avec beaucoup de bienveillance et elles le font parce qu'elles veulent que elles veulent que j'arrive à réaliser mon rêve de devenir mère. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, je ne veux pas que ce projet devienne l'inverse de pourquoi on l'a commencé. Si un jour il s'avère que mon couple, ou la santé mentale ou physique d'ailleurs, d'une des personnes du couple est en danger, je suis prête à lâcher le projet. Certaines personnes sont prêtes à tout, ce n'est juste pas mon cas en fait. Moi je veux qu'on soit bien, je veux que notre amour soit bien, que notre couple, que notre avenir soit bien, et ce n'est pas... c'est pas à tout prix, c'est je veux un enfant mais pas à tout prix. Voilà, c'est juste mon point de vue. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'aide à avancer dans le sens où je me dis, voilà, le jour où ce sera trop difficile, je peux lâcher. J'ai le droit de lâcher.
Je peux lâcher pendant quelques mois, faire une pause. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait cette année et qui nous a fait un bien fou. Ou je peux lâcher tout court, en fait. Et c'est OK. Voilà, c'est OK de se dire que j'ai fait ça pour un plus grand bien, en fait, pour être bien tout court dans ma vie, de ne pas m'épuiser jusqu'à un point où on puisse plus me guérir. Voilà, pour moi qui ai vécu une dépression cette année, je sais que j'ai eu beaucoup de chance de guérir, j'ai eu beaucoup de chance de m'en être aperçue tôt, etc. et d'avoir mis plein de choses en place pour que ça évolue d'une bonne façon. Mais je me dis, si ça devient plus sévère, si ma santé est en jeu, ma vie est en jeu même, une dépression, ça peut être très grave, ça vaut pas le coup, en fait. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui m'aide beaucoup de me dire qu'il y a des alternatives, et il y a aussi toujours cette possibilité de lâcher. Alors actuellement, tu es en parcours FIV. Tout se passe bien avec les examens à effectuer ? Oui, effectivement, nous sommes lancés dans un protocole FIV en début du mois de novembre et on est en plein dedans. On a fait une stimulation ovarienne qui était assez intense et qui nous a permis de pouvoir ponctionner 26 follicules matures. Donc c'est vraiment énorme. Et je sais que pas tout le monde est au courant de comment ça se passe en temps normal, mais pour vous donner une idée, dans un cycle normal, une femme est censée n'en produire qu'un seul. Donc voilà, 26 follicules, c'était quand même énorme. Et ça illustre aussi quand même bien la quantité d'hormones qui étaient présentes dans mon corps pour créer un tel nombre d'œufs, quoi. À partir de ces 26 follicules, l'embryologiste a fait la rencontre, du coup, entre les ovocytes et les spermatozoïdes. On a mis tout ça ensemble et on a formé de belles cellules. On les a laissées grandir. Et au bout de 6 jours de maturation dans le laboratoire, on a eu 8 embryons qui ont été mis au congélateur en attente de janvier pour notre premier transfert. Donc voilà, c'est là où on en est. On a vraiment hâte de savoir ce qui nous attend. On ne sait pas si la FIV sera la solution pour nous, mais voilà, on est quand même très heureux d'avoir la possibilité de le faire. Moi, je me rends tout le temps compte de la chance que j'ai de me lever tous les matins, d'avoir accès à la médecine qui est quand même assez poussée aujourd'hui. J'aime bien aussi me replacer dans un contexte où il y a quand même beaucoup de belles choses qui m'entourent. Même dans un parcours si difficile, voilà, on est bien entouré, on a beaucoup de médecins qui sont compétents autour de nous, on a beaucoup d'entourage qui sont compréhensifs. Voilà, on a toute cette bulle autour de nous de choses qui sont belles, donc voilà, on peut se concentrer sur ça. 8 embryons au congélateur, c'est quand même une très belle perspective pour nous. Et voilà, on espère que ce sera juste ce qui va nous permettre d'accéder enfin à notre rêve et notre désir de devenir parents. En tout cas, merci infiniment pour ton témoignage touchant, car ce n'est vraiment pas évident toutes les épreuves par lesquelles tu es passé jusqu'à présent. On te souhaite que tout se passe bien pour la FIV. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre Anna sur les réseaux sociaux si vous êtes en désir d'enfant et que vous souhaitez découvrir un merveilleux conte. Je vous mets tout en description. Vous étiez sur État d'âme. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.